Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au cadre un petit peu particulier. Nous sommes là dans mon bureau et ce que je vais vous proposer, ce n'est pas un cours de SVT, mais c'est deux sujets de bac. En vrai, un bac de SVT, c'est ça. Voilà, c'est une liasse de feuilles. Ici, elle en comprend 8. Vous avez une première page avec écrit baccalauréat général, là c'est le sujet de 2015. La durée de l'épreuve, 3h30. En réalité, pour réussir un bon sujet, il faut entre 3h et 3h15. On compte environ 15 minutes pour relire. Relisez-vous, c'est un ordre. Vous n'imaginez pas toutes les bêtises que vous laissez passer au premier jet. C'est énorme. Moi, quand je fais cette vidéo, par exemple, je fais plein d'erreurs. Je dois les couper, je dois remonter, etc. Tout le monde fait des erreurs au premier jet. Coefficient, 6. Parce que ça, c'est un sujet qui est destiné à un élève qui a suivi l'enseignement obligatoire. Donc, c'est pas un spécialiste de SVT, c'est un spécialiste de mathématiques ou de physique. Maintenant, je vous montre un sujet de spécialité. Un sujet pour spécialiste, il est en jaune. Voilà, c'est toujours comme ça. Enseignement de spécialité, coefficient 8, là on vérifie. Ça, c'est le sujet qui est tombé le vendredi 20 juin 2014. La partie la plus importante, c'est quoi? C'est la partie 1. C'est celle où vous devez réciter votre cours. C'est la restitution organisée des connaissances. D'accord? Cette partie 1, elle vaut la moitié des points, là. Ça veut dire qu'elle vaut 8 points. Alors, cette partie 1, là, ici, elle est divisée en deux. Vous avez une synthèse sur 5 points. C'est là où vous montrez que vous avez appris votre cours, vous savez le restituer. Et puis, une partie QCM sur 3 points. Alors, on va s'intéresser qu'à cette synthèse, là, cette partie-là. Le thème... Enjeux planétaires contemporains, géothermie et propriétés thermiques de la Terre. On a un petit préambule. Dans certaines régions du globe, l'énergie géothermique est exploitée par l'humanité pour couvrir une partie de ses besoins énergétiques. Donc ça, c'est un préambule qui présente le sujet, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça. Préciser l'origine de l'énergie interne de la Terre, présenter ses modes de transfert vers la surface et expliquer pourquoi certaines zones du globe sont favorables à son exploitation géothermique. Point. Il n'est pas précisé en dessous que l'exposé doit être illustré de schémas. Eh bien, ça veut dire qu'on n'attend aucun schéma. Il n'y a rien à faire là d'autre que ce qui est écrit ici, précisé, blabla. Alors maintenant, on regarde, dans un sujet comme ça, c'est assez simple. La phrase se décompose en 3 groupes. Vous avez un verbe là, préciser l'origine de l'énergie interne de la Terre, puis après il y a écrit présenter ces modes de transfert vers la surface, et ensuite il y a écrit expliquer. Ça veut dire qu'en fait, vous avez 3 parties, là. Grand 1, grand 2, grand 3. Dans un sujet comme ça, le plan est donné. Et en fait, ça, c'est cadeau. Et c'est très souvent le cas. Alors, c'est quoi le plan, là? Eh bien, c'est l'origine de l'énergie interne de la Terre. Donc, on écrit origine de l'énergie interne de la Terre. Alors ce que j'ai fait là est très très simple. En réalité, je ne fais que réécrire les parties qui sont là. Et je ne change même pas les mots. Alors par contre, il va falloir remplir là. Mais avant de remplir, moi ce que je vais vous proposer, c'est d'écrire l'introduction et la conclusion. C'est pas écrit qu'il faut le faire, mais c'est obligé. Moi ce que je vais vous proposer, c'est de tricher un peu, dès maintenant. C'est-à-dire que je vais vous montrer une partie du corrigé. Critères de qualité. Voilà ce qu'on attend dans l'introduction. Problématique posée et annonce de sa résolution. Voilà. Et dans la conclusion, on attend, conclusion, récapitulant la réponse à la problématique posée. Autrement dit, la conclusion répond à la question qu'on a posée dans l'introduction. C'est pour ça que le mieux, c'est de les écrire ensemble. Quelle est la problématique ici? Eh bien, la problématique, c'est le sujet, écrit sous forme de question. Comme ça, je suis certain de ne pas faire un hors-sujet. Et c'est la meilleure méthode. Maintenant, je vous propose justement de remplir les parties. Alors là, ça c'est ce qu'on appelle le brainstorming. Dans le grand 1, dans le grand 2 et dans le grand 3, on va chercher des mots-clés qui permettent de répondre aux problèmes. Alors l'origine de l'énergie interne. Réfléchissez 5 minutes. Qu'est-ce qui vient? Il vient radioactivité, chaleur initiale. C'est la chaleur qui a été accumulée par la Terre dès le départ de sa formation. D'accord? La radioactivité, c'est l'énergie des éléments, des isotopes qui se désintègrent dans la Terre. Alors, tiens, c'est uranium, thorium. Ah oui, le potassium aussi. Voilà. Ces 3 éléments-là dégagent le maximum de chaleur. Si je me souviens de quelques chiffres, c'est pas mal. Le flux géothermique moyen, c'est 60 milliwatts par mètre carré.
ça peut faire bien dans une copie de le rajouter. Alors ensuite, les modes de transfert vers la surface. Mode de transfert, qu'est-ce qui nous vient en tête? Ah oui, c'est quand ça bouge, quand ça se déplace là. Convection. Convection, conduction. Conduction, c'est le transfert de chaleur sans mouvement de matière. Donc pas de mouvement de matière. Alors que la convection, c'est avec mouvement de matière. Je vais peut-être avoir en tête l'idée de gradient. Un gradient, c'est la différence de température entre deux points situés en haut et en bas, par exemple, pour la Terre. Là. Alors là, quand il y a conduction, le gradient est fort. Il est de l'ordre de 20 degrés à 30 degrés par kilomètre. Alors que quand il y a un mouvement de matière, la répartition de la chaleur est bien plus efficace, ce qui fait que le gradient est faible. Donc là, gradient faible, et c'est 0,3 degrés par kilomètre. Bon, je ne sais pas si vous allez vous souvenir de ça, c'est pas très grave de toute façon. Encore une fois, ces chiffres-là, rassurez-vous, hein, dans une partie 1, là, je l'ai corrigé ce sujet et on n'attendait aucun chiffre. Voilà, donc vous rassurez-vous si vous ne vous rappelez pas de ça. Mais convection, conduction, mouvement de matière, pas de mouvement de matière, ça c'est important. Voilà, la radioactivité, tout ça. Et les zones du globe favorables à l'exploitation thermique. Alors là, il faut se souvenir des zones, les zones les plus chaudes, c'est les zones volcaniques. C'est aussi les dorsales. Et sinon, ah oui, les rifts. Tiens, d'un coup ça me vient. Oui, les rifts, vous savez, les fossés d'effondrement, là, les bassins sédimentaires, voilà, ça y est, ça vient. Les bassins comme la vallée du Rhin. Là, on a un fort gradient, et s'il y a un fort gradient, alors la température augmente très vite, on va avoir des gradients de type 50 degrés à parfois 100 degrés par kilomètre. Et là, du coup, je vais pouvoir, dans tous les cas, avoir de l'eau qui dépasse 100 degrés, et quand c'est supérieur à 100 degrés, je fais de l'électricité. Ça, c'est 5 minutes au bac. Vous avez fait ça et vous savez à peu près ce dont vous allez parler dans les parties. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir ça. Au fait, dans la conclusion, du coup, maintenant je sais à peu près ce que je vais mettre. Là, ici, dans la conclusion, je vais dire que l'origine de la chaleur interne, c'est la radioactivité et la chaleur initiale. Point. Je ne détaille pas. La convection et la conduction permettent les transferts de chaleur vers la surface. Point. Et les zones volcaniques, dont le gradient est fort, permettent une exploitation géothermique intéressante et produire de l'électricité. Point. Ça vous fait 3 phrases et ça vous donne la conclusion. Voilà, ça c'est fait. On passe au deuxième sujet. Donc là, c'est un sujet sur la diversité génétique. Cette fois, vous avez un document qui est présenté. Ce document cadre le sujet, c'est-à-dire il vous donne les limites. Attention, ce document contraint notre exposé, c'est-à-dire que le sujet qui est là dépend de ce document. Ne parlez pas d'autre chose. On voit que les lettres, au fait, sont pas les mêmes que celles qu'on voit en cours. Normalement, on n'écrit pas E là, mais EB. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces lettres-là. On n'a pas le choix. On donne priorité au sujet. D'accord? Donc on va prendre ce vocabulaire-là, ces lettres-là, on obéit à ce qu'on nous demande. On lit un peu. Des mâles de la population 1 sont placés avec des femelles de la population 2. Donc ça, croisé à ça. On obtient des F1. Ok, et ces F1 sont ensuite croisés avec des individus de cette population, la population 2. On est donc dans un cas que vous reconnaissez tout de suite, c'est un croisement test. Et on obtient en F2 une diversité de combinaisons alléliques, de combinaisons phénotypiques. Et on ne nous précise pas, parce que c'est à nous de savoir ce que ça va donner. Regardons un peu le sujet. En s'appuyant sur cet exemple, donc celui-là, proposer un texte illustré. Donc là, cette fois-ci, il va falloir faire des schémas, obligé. Montrant par quel mécanisme la reproduction sexuée aboutit à la diversité phénotypique observée. D'accord. Donc on ne précise pas d'ailleurs à quoi elle correspond. Donc il va falloir qu'on la trouve nous-mêmes. L'exposé doit être structuré, introduction, conclusion et accompagné de schémas. Donc ça veut dire qu'il va falloir écrire une intro, une conclusion qui répond à l'introduction. Il va falloir écrire des parties, au moins grand 1, grand 2. Alors je vais commencer par les schémas parce que là je vois un cas précis que je reconnais, je l'ai vu en classe. J'ai donc des parents qui sont E+, VG+, et je croise avec des parents E-, VG-. Donc, qu'est-ce que je peux obtenir comme diversité si je mélange les allèles entre eux? C'est simple, je peux obtenir E+, VG+, c'est-à-dire le même qu'un des parents, ou bien E-, VG-, le même que le parent 2, ou bien je peux recombiner, c'est-à-dire E+, VG-. Ça, c'est ce qu'on appelle un phénotype recombiné, puisque c'est une nouvelle combinaison. Ça, c'est une combinaison parentale, E+, VG+, qu'on retrouve là aussi. Par contre, ça, c'est nouveau. Et j'ai encore une autre possibilité, c'est E-, VG+.
Je peux rien avoir d'autre. Hein. Bien sûr, je peux pas faire E plus E moins. Ça n'a aucun sens, puisque ça voudrait dire que je suis à la fois corps clair et corps sombre en même temps. Hein, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est la diversité phénotypique que je peux observer au maximum. Pour savoir quelles sont les proportions de ces différents phénotypes, il va falloir se rappeler des règles. Ça, c'est ce qu'on appelle des phénotypes, je mets entre crochets, parentaux. Alors que ça, c'est des phénotypes recombinés. C'est des nouvelles combinaisons. D'accord ? Puisque je ne les avais pas chez les parents, ça. Les proportions ici, c'est forcément 50%, 50%. Pourquoi ? Parce que les gènes qu'on présente ici sont indépendants. Ils ne sont pas sur les mêmes chromosomes. Donc, je sais que je vais obtenir en F2 d'un test cross, c'est-à-dire F1 fois P2, autant de phénotypes parentaux que de phénotypes recombinés. Voilà. Ça, je dois y penser d'emblée. Par contre, il manque quelque chose. Ça, c'est une F2. Il manque la F1. La F1, je vais la dessiner à part et sous forme de cellule. La F1, c'est toujours la cellule la plus importante. C'est toujours la cellule de F1 dans ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que les parents 1 et les parents 2, ils sont homozygotes. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, c'est tout plus et là, c'est tout moins. Mais chacun va donner un plus et l'autre un moins à son descendant. Donc, je vais avoir chez F1 ça. E plus qui vient du parent 1, E moins qui vient du parent 2, VG plus qui vient de ce parent-là et VG moins qui vient de ce parent-là. Voilà. Donc ça, c'est un hétérozygote. C'est ce qu'on appelle un hybride. Sauf que cette population-là, elle est homogène, c'est-à-dire que E plus et VG plus sont dominants. Donc, le caractère phénotypique, c'est ça, E plus, VG plus. Mais le phénotype ne correspond pas au génotype, puisque les individus sont hétérozygotes, donc ça donne E plus sur E moins, ok, je vous ai entendu, virgule, VG plus, VG moins. Et alors du coup, comment je passe au fait de ça, c'est les parents 1, parent 2, à F2, bah, c'est qu'il y a la F1 au milieu. Et pour passer de la F1 à ça, il va me falloir faire une méiose. Allez, c'est parti, il va falloir faire le dessin de la méiose. Là. Mais je ne vais pas le faire là. Ça, c'est mon brouillon. Je m'arrête. Je sais que je dois faire la méiose. Bon. Et après, pour obtenir les individus en F2, après la méiose, il va falloir que je fasse la fécondation. Pour dessiner la fécondation, quand on est dans un cas comme ça, il ne faut pas dessiner ça avec des cellules qui se regroupent. C'est mauvais. Il faut faire un tableau de croisement. Pareil, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas perdre du temps à ça maintenant. Là, c'est un brouillon, ça. Mais le tableau de croisement, je sais qu'il devra être en gros à 4 cases. Là, je vais avoir les gamètes. Ça va être les gamètes de F1. Et là, c'est les gamètes de P2. Et P2 fait que des E+, des E-, VG-. Donc, ça doit faire un tableau comme ça. Je donnerai les proportions. Bon, en gros, c'est la base. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme plan ? Eh bien, le plan, a priori, là, je suis dans un cas de gène indépendant. Donc, en gros, je vais avoir le brassage à la méiose et ensuite le brassage à la fécondation. Voilà, c'est tout. Alors, le brassage de la méiose, attention, c'est un brassage, il est comment là ? Interchromosomique ou intrachromosomique ? Vu que les gènes sont indépendants, c'est un brassage interchromosomique. Donc, le grand 1, c'est brassage interchromosomique à la méiose. Le grand 2, c'est les brassages réalisés par la fécondation. Et je vais parler de rencontres des gamètes aléatoires et un tableau de croisement qui permettent de donner les résultats. C'est ces résultats-là, 50% de parentaux, 50% de recombinés. Voilà. Est-ce que je parle de brassage intrachromosomique ? Non, c'est hors sujet. Puisqu'ici, mes gènes sont indépendants, je ne peux pas faire un crossing over. Si je fais un crossing over, ça ne va pas donner de résultats particuliers puisque je n'ai pas deux gènes sur le même chromosome. Ça ne sert à rien, c'est hors sujet. D'accord ? Alors maintenant, on passe à l'introduction et à la conclusion. Et une fois qu'on aura écrit l'introduction, on pourra passer à l'écriture proprement dit du sujet. Voilà. Alors dans l'introduction, là ça va être plus intéressant. Introduction, première partie, on présente le sujet. Présentez le sujet, vous êtes libre. Je vous laisse trouver une phrase. Vous pouvez dire, dans la nature, il existe une grande diversité d'individus où les parents ne ressemblent jamais complètement à leurs enfants. Vous pouvez dire aussi, qui fait un œuf, fait du neuf. Voilà, ça c'est bien dans un sujet comme ça. Enfin bon, vous inventez, vous êtes libre. Définition. Eh bien moi, je vois la notion de brassage là qui se cache derrière. On pourrait donner la définition de brassage. Qu'est-ce que c'est le brassage ? Le brassage, c'est le mélange des allèles parentaux dans leur descendance. Ce qui permet donc d'obtenir une grande diversité de phénotypes à la fin. Vous remarquerez que je prends un mot
que je définis qui n'est pas dans le sujet. Mais c'est un cas particulier ici, parce que normalement dans ce sujet on devrait l'écrire le mot brassage, mais il n'y est pas parce qu'on vous laisse le trouver vous-même. Reste à trouver le problème. Comment on fait? Le problème, il ne faut surtout pas se casser la tête. Il est écrit dans le sujet, c'est le sujet qu'il faut réécrire. Voilà. Donc, quels sont les mécanismes de la reproduction sexuée qui permettent d'obtenir la diversité phénotypique observée dans cet exemple? Voilà. La conclusion ici, la conclusion répond à la problématique. Les mécanismes donc qui permettent d'obtenir les résultats observés, ce sont les brassages interchromosomiques à la méiose, ainsi que la rencontre aléatoire des gamètes lors de la fécondation, et c'est ce qui permet d'obtenir 50% de phénotypes parentaux et 50% de phénotypes recombinés, dans le cas d'un croisement test comme ici. Point. Voilà, vous avez vu comment je construis un plan à partir d'un sujet, et comment se passent en quelque sorte les 5 à 10 premières minutes de votre épreuve du baccalauréat. La phase qui suit, après que vous ayez tout rempli, c'est la correction. Et la correction, elle se fait avec des feuilles qui ont également des couleurs, là comme ça, et sur laquelle je vous les montre. Voilà, ça c'est un corrigé du bac officiel, donc du coup je ne vais pas pouvoir vous le montrer en détail, j'ai pas le droit. Et dans ce corrigé, on attend certains critères qu'on doit absolument trouver dans vos copies. Et je vais vous montrer aussi le fameux tableau barème. Le tableau barème, c'est une grille dans laquelle on attribue 0, 1, 2, 3 ou jusqu'à 8 points sur 8 pour la synthèse. Cette grille correspond à n'importe quel type de sujet en partie 1, que ce soit pour ce sujet de bac de cette année là ou des années passées ou des années prochaines. La notation est toujours la même. En gros, on attend de vous une synthèse pertinente avec des éléments scientifiques complets et une rédaction correcte et des schémas corrects aussi. Si tout est complet et correct, à ce moment-là, vous avez 8 points. Si c'est complet, pertinent, c'est un bon plan, mais vous écrivez avec plein de fautes d'orthographe, vous faites quelques erreurs des fois de vocabulaire et vos schémas sont tout en noir et blanc, sans couleur, à ce moment-là, vous avez 7. Voilà. Si c'est tout complet, mais que votre plan est mal fichu, avec du hors-sujet notamment, vous passez à 6. D'accord? Si en plus c'est mal écrit, à 5. Si il manque des choses, vous avez oublié une partie complète. C'est pas un détail, on ne note pas au détail, mais si vous avez oublié une partie complète, à ce moment-là, on passe à 4. Voilà. C'est pour ça que parfois on a l'impression d'avoir bien appris son cours, mais on a oublié une partie, et ben c'est boum, c'est une mauvaise note. D'accord? Alors maintenant, ça, il faut le comprendre en associant ça, ces commentaires. Qu'est-ce qu'on appelle une synthèse réussie? C'est un exposé qui présente un contenu réel, donc il faut qu'il y ait du contenu, quoi, mais ce qui ne veut pas dire absolument complet. Oui, voilà, on n'attend pas du détail hyper précis. C'est pas grave s'il n'y a pas des chiffres et tout ça. Ce qu'on veut, c'est une pensée qui soit structurée et des raisonnements logiques. Dans tous les cas, ce qu'il faut éviter, c'est le en vrac. Voilà, ça, on n'aime pas. C'est-à-dire des idées qui sont balancées les unes et les autres et qui n'ont pas de lien logique entre elles. Le lien logique, pensez-y, c'est vraiment ce qu'on attend de vous. Pour avoir à chaque fois quelque chose de correct, là, et pas de maladroit, il faut éviter l'absence de lien logique. Il faut qu'il y ait une cause associée à sa conséquence. Tout le temps. Une cause et une conséquence. Ensemble. Les choses qui vont ensemble, vous les mettez ensemble. Voilà. J'espère que cette petite séance vous servira à dédramatiser l'épreuve du baccalauréat. En réalité, c'est une épreuve purement technique. Il faut connaître les règles, savoir faire une partie 1, un plan, et savoir à quoi s'attendre à la fin, c'est-à-dire la correction. Comment on corrige. Voilà, maintenant vous savez. Je vous souhaite à tous un bon baccalauréat. Je ne vous dirai pas le gros mot qui va avec pour vous souhaiter bonne chance, mais j'espère que vous aurez de très bonnes notes.